Peut-être les derniers retardataires. Je vais commencer par faire l'appel. Donc Paul Carrère présent, Isabelle Cantegreil, Jérôme Baillac, Présent. Anaïs Rousteil, Yannick Villatoro, Nathalie Momen, Christian Navarret, Marie-Christine Altimira, Alain Cloutour, Angina Guillemsan absente, a donné pouvoir à Agnès Desqueroux dès qu'elle nous rejoint. Marie-Luz Martin, Brigitte Calliotte, Didier Brouste, Nassira Larousse, Bertrand Piel, Christian Pitt, Philippe Fontancotte, Arnaud Brunet, Philippe Espuna absent excusé, a donné pouvoir à Alain Cloutour. Agnès Desqueroux, pour l'instant, je mets absente, mais on va voir, elle va nous rejoindre en principe. Nicolas Mathieu, absent excusé, a donné pouvoir à Jérôme Baillac. Céline Broquer. Anaïs Barreit, absente excusée, a donné pouvoir à Nassira Larousse. Caroline Pierre. Sébastien Garbaille. Sarah Castillo-Jaimes a donné pouvoir à Anaïs Rousteil. Elliot Lasserre. Catherine Cordier, absente excusée, a donné pouvoir à Fabrice Lachenmayer. Fabrice Lachenmayer. Gilles Gauthier. Lydia Gajda-Delmont. Arnaud Duprat. Et Patrick Pressoir. Avant de commencer le conseil, je voulais simplement avoir une attention pour 2 conseillers municipaux décédés lors des dernières semaines. Tout d'abord, Christian Lafitte, bien connu des Morcenais, élu conseiller municipal en 1983 et qui a été adjoint jusqu'en 2008, si je ne dis pas de bêtises. Décédé fin juin dernier, il habitait à Saint-Julien-en-Borne. Quelqu'un de très engagé, qui a participé à de nombreuses commissions, qui a été un des créateurs de Festiru, qui s'est occupé donc beaucoup de culture, qui a été un des maîtres nageurs connus de la piscine de Morsinx. Il a appris à nager à beaucoup de jeunes morcenais de l'époque, qui sont moins jeunes maintenant. Et donc, je souhaitais que l'on puisse lui rendre hommage. Et un deuxième hommage pour Étienne Di Noël Morat, qui est décédé le 11 juin 2026 à l'âge de 91 ans et qui a été élu au conseil municipal de Sender, avant que Sender ne rejoigne la commune nouvelle, puisqu'il a été élu avec Antoine Monod et avec son prédécesseur. Voilà, M. Dubarret. Voilà, donc je vous propose qu'on respecte une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Et je note l'arrivée d'Agnès Desqueroux. Désignation du secrétaire de séance, je vous propose que ce soit Jérôme Baillac devant Jetroi qui soit le secrétaire de séance. Approbation du dernier PV de la séance de la dernière séance du conseil municipal. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Pas de remarques, pas de questions. Je considère qu'il est validé. Merci. Ordre du jour de ce soir, 11 délibérations. Donc on démarre avec quelques minutes de retard, sachant que tout le monde démarre à la course cycliste à 20h30. Donc j'espère qu'on sera à temps pour donner le départ. Première délibération. Modification du tableau des effectifs de la commune, création d'un poste de rédacteur principal première classe au 1er septembre 2026. C'est toi, Jérôme, qui nous la présente, s'il te plaît. Merci. Tout est dans le titre. Donc, il convient, pour répondre aux besoins du service, de créer un emploi permanent de rédacteur principal première classe catégorie B à temps complet à compter du 1er septembre 2026. Nous avons un futur départ à la retraite là à venir et nous avons eu la chance d'avoir dans les murs de la mairie une stagiaire qui a été fait plusieurs séquences, qui faisait un stage de qualification pour être sur le poste de secrétaire de mairie. On a pu la voir en exercice. Elle remplit toutes
toutes les attentes qu'on peut espérer pour travailler avec nous, puisqu'on a pu la voir in situ et en action au quotidien. Et on fait le choix de l'intégrer pour pallier ce futur départ à la retraite pour avoir une continuité et une efficacité. Elle est dans le cadre d'emploi des rédacteurs, comme on vient de le dire, c'est poste équivalent et grade équivalent. Donc, on vous propose cette modification. Les tableaux effectifs, alors grade équivalent, non, puisque c'est un catégorie B et c'est un principal première classe. Elle n'était pas principal première classe, l'agent remplacé. Merci, sachant que cet agent, on l'a connu aussi dans le cadre de prestations qui, par convention, avaient été effectuées pour le centre de gestion de la fonction publique, au moment où on avait travaillé toutes nos archives. Et c'était une personne qui avait travaillé à l'archivage et à la reprise d'archivage et à l'organisation de toutes nos archives pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, puisqu'après elle était venue plusieurs années travailler à la remise en état des archives successives. Donc c'est quelqu'un qui est dans notre territoire et donc qu'on est content de voir intégrer l'équipe des agents de la collectivité. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Oui, simplement, comme on a plusieurs délibérations qui concernent la modification du tableau des effectifs, est-ce qu'on pourra avoir une version actualisée? Pas de problème, Voilà, merci. pas de souci. Vous comprenez qu'on est obligé de le modifier, chaque fois qu'on est en mouvement, comme quand on a entre 80 et 100 agents, on vous le fera, il n'y a aucun problème. Pas de problème pour cette délibération, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Deuxième délibération, effectivement, modification de tableaux effectifs de la commune, création d'un poste d'éducateur de jeunes enfants au 1er octobre 2026, toujours Jérôme. Bien, quand nous avions créé la microcrèche, nous avons recruté sa directrice, nous lui avons donné comme contrat moral de passer le concours d'éducateur de jeunes enfants de catégorie A. Et elle a répondu plus vite qu'on ne pensait à nos attentes, puisqu'elle a réussi le concours très rapidement. Il faut la féliciter pour à la fois avoir réussi à porter l'ouverture de la microcrèche et les révisions pour le concours, et le passage du concours, et sa réussite. Et donc, dans ce cadre-là, il faut, pour répondre aux besoins du service, effectivement, continuer avec la continuité, la qualité et le service d'accueil des jeunes enfants, modifier le tableau d'effectifs pour créer à compter du 1er octobre 2026 un emploi permanent d'éducateur de jeunes enfants à temps complet. Des remarques, des questions? Oui? Est-ce qu'on a une idée du coût complémentaire que ça représente pour la collectivité? Alors moi, je n'ai pas le détail du coût, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça avait été budgété dans l'État, puisqu'on avait initialement prévu de recruter ce type de contrat, catégorie A. Donc, elle était budgétée, la modélisation de la crèche, de la microcrèche, elle était faite avec ce type d'emploi. Donc, il n'y a pas de difficulté, mais ça aussi, on pourra vous donner. Hein. C'est effectivement... Il y a combien, tu dis? Ouais, mais Vas-y, pardon. Sur une intégration de catégorie A pour quelqu'un qui était déjà dans la fonction publique catégorie B, et donc il n'y a pas un saut d'échelon très important, puisqu'on reprend sur l'échelon équivalent. Les premières années, c'est peanuts. Où c'est intéressant pour elle, c'est à l'échelle de la carrière. Effectivement, ça sera une progression plus rapide, mais dans les premiers temps, pour la collectivité, ce n'est pas une dépense très importante. Du régime indemnitaire aussi. Et il y a une valorisation de son régime indemnitaire aussi, mais ça reste marginal. D'autres questions, d'autres remarques? Non? Est-ce que je le mets en voix? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 3, création de 3 emplois non permanents afin de mener projet microcrèche en application de l'article L332-24 du Code général de la fonction publique. Toujours Jérôme. Attends, j'ai appuyé trop, vas-y. Juste pour rebondir sur ce que je disais à M. Lachenmayer, pour expliquer aux collègues aussi, peut-être qu'on n'est pas tous familiarisés avec les catégories, tout ça, des agents de la fonction publique. Hein, tout le monde ne baigne pas dans ces strates-là. Donc, il y a 3 catégories pour les agents publics, hein, C, B, A. Les A, c'est les cadres, les B, les cadres intermédiaires, les C, les agents d'exécution. Et il y a des points d'indice qui sont attribués à chaque grade. Et plus on monte, plus on a de points d'indice et plus c'est comme ça que se calcule le salaire. Malheureusement, pour les agents publics, quand on passe d'une tranche à l'autre, le saut, il est pas très important. C'est au fil de la carrière que le décalage se fait, puisque les agents, plus ils sont gradés, plus l'évolution est rapide dans le temps. Et donc, pour les agents catégorie C, l'avancement est faible dans le temps, les B un peu plus, les A un peu plus. Donc, c'est pour ça que pour un agent de catégorie B qui passe tout de suite catégorie A, le saut, il n'est pas significatif, même si c'est valorisant. Mais dans le temps, son salaire avancera plus vite aussi. C'est pour ça que c'est intéressant d'être nommé catégorie A. C'est juste pour faire cette parenthèse
pédagogique et on peut vous donner d'autres explications si vous le souhaitez. Pour revenir à notre délibération, création de 3 emplois non permanents afin de mener un projet pour la microcrèche, c'était ça. Donc vous savez que nous avions ce projet microcrèche qui est en cours avec une microcrèche qui remplit toutes les attentes qu'on espérait puisqu'elle est complète depuis son ouverture. On a une liste d'attente des gens qui attendent pour avoir des places. Donc ça, c'est très satisfaisant par rapport au projet que nous avions imaginé. Et nous souhaitons poursuivre cette expérimentation. On a encore besoin de mettre les agents à l'épreuve, de voir la montée en charge de la structure. Et donc pour cela, nous continuons à créer ces emplois non permanents afin de mener un projet pour la microcrèche. Et donc c'est les emplois que nous avons déjà en place, 3 emplois, un agent dans le cadre d'auxiliaire de puériculture en catégorie B que l'on modifiera en catégorie A. Et 2 agents dans le grade d'adjoint technique. Ah non, c'est ça, non, je dis une bêtise. Excusez-moi. Non, je dis une bêtise. Un agent de grade auxiliaire de puériculture, donc celle, c'est catégorie B, c'est ça. Et 2 agents dans le grade d'agent technique territorial pour la catégorie C. Donc 3 agents, c'est bien ça. Les agents doivent justifier d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, c'est une évidence. Et c'est des contrats à durée déterminée qui sont conclus. Et donc nous pourrons re-analyser leur travail au fil du temps, pour à la fin, au final, les intégrer si on est sûr qu'ils remplissent toutes les fonctions. Alors, sachant que ce que je peux ajouter, c'est qu'effectivement, c'est 3 profils d'agents différents. L'une est toute jeune, l'autre est un âge intermédiaire et la troisième est assez près de la retraite. Donc, on sait déjà que la troisième, qui est la plus proche de la retraite, n'aura pas la capacité, la possibilité d'être intégrée dans la fonction publique territoriale parce qu'elle aura sur un seuil d'âge trop important. Pour les 2 autres, effectivement, il y a une histoire de montée en charge dans le cadre de contrats de projet qui peuvent aller jusqu'à 6 ans dans la fonction publique. Donc l'idée, c'est de ne pas les faire attendre 6 ans, mais de voir au fait de 1 à 3 ans comment on peut les intégrer, si du moins elles le souhaitent, dans la fonction publique territoriale, tout simplement. Voilà. Et c'est la fête de la microcrèche demain à 17h, c'est ça, hein? Vous m'y représenterez parce que moi, j'aurai une autre contrainte, s'il vous plaît. Mais je sais qu'il y a des mamans et des élus qui y sont. Et des mamans élues. Est-ce que vous avez des questions? Non? Oui, monsieur Lachenmayer? Juste savoir pourquoi on n'a pas passé directement sous ce régime du contrat de projet dès le début. Parce que le contrat de projet nous permet d'avoir une garantie un peu plus au long cours, malgré tout, sans être des CDI, et que là, les habitudes un petit peu de la création d'un service font que la première, qui était de la fonction publique territoriale cadre B, elle, c'était une mutation, c'était comme ça. Les 3 autres, c'était 3 personnes qui ne connaissaient pas la fonction publique territoriale, donc on n'était pas sûr, d'une part, qu'elles souhaitent rester, on voulait être sûr de voir si leur profil correspondait aux attendus de la collectivité, donc on est resté sur un CDD classique pour passer après un deuxième contrat qui est plus sécure pour elles, mais qui n'est pas encore une intégration définitive dans la fonction publique, pour avoir la capacité, et pour eux et pour nous, potentiellement, de changer de voie si besoin. Mais malgré tout, dans un schéma où, quand on va voir quelqu'un pour louer un appart, quand on va changer une voiture, on a un contrat qui est quand même pas un CDD d'1 an. Et après, le schéma, c'est comme ça qu'on fait. On sécurise aussi le calibrage pour être sûr que les gens correspondent à nos attendus et que ce qu'ils font leur convient aussi également, tout simplement. On l'avait travaillé avec eux très simplement dans le cadre de la montée en charge de l'outil, et bon, c'est comme ça qu'on l'a calibré, et ça se passe plutôt bien parce qu'elles ne sont pas parties au bout d'un an, ce qui est très heureux. Première évaluation, ça se passe plutôt bien, et donc maintenant on va continuer à monter en charge sur la microcrèche, même si elle est déjà, comme tu l'as expliqué, très vite montée en charge. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 5e délibération, demande de subvention dans le cadre du fonds de prévention du CDG, centre de gestion. Je me suis mangé la 4. Oh punaise, j'ai tourné trop vite, pardon. Création de 4 emplois temporaires pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité dans le service périscolaire pour l'année 2026-27. C'est parce qu'on la prend tous les ans, celle-là, que je ne l'ai pas vue. Même si le titre est un peu long. Jérôme. Chaque année, pour réajuster les besoins qu'il va y avoir pour l'année scolaire suivante, pour l'année scolaire 26-27, pour la cantine, la garderie et le bus scolaire, on a besoin de créer des emplois temporaires à temps non complet qui correspondent, alors 3 emplois qui correspondent au grade d'adjoint technique territorial, donc de catégorie C, 1 à 25 heures par semaine pour la période du 1er septembre au 2 juillet 1er septembre 2026 au 2 juillet 2027, un 12 heures par semaine pour la même période et un 17 heures par semaine pour la même période. Les agents seront chargés d'assurer les fonctions d'agent technique polyvalent. On a besoin aussi en complément d'un emploi temporaire temps non complet, au grade d'adjoint technique territorial de catégorie C,
à 28h41 par semaine pour la même période, donc du 1er septembre 2026 jusqu'au 30 juin 2027, pour assurer les fonctions de conductrice ou conducteur de bus pour le ramassage scolaire et périscolaire, et aussi dans le cadre du centre de loisirs. En l'occurrence, Vous avez c'est une toutes les- conductrice. Exactement. Et vous avez toutes les informations sur la rémunération et l'inscription des crédits. Des questions? Bon, des libres annuels qui nous permet d'ajuster la réalité des besoins et donc des contrats horaires Très clair. qui sont plus ou moins cadrés en fonction de la réalité des enfants à accueillir, tout simplement. De façon très classique dans beaucoup de collectivités, je dirais dans la grande majorité des collectivités. Pas de questions, je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je reprends ma délibération numéro 5. Demande de subvention dans le cadre du fonds de prévention du CDG, Centre Gestion de la fonction publique des Landes. C'est toi, Jérôme, qui nous la présente encore. Donc, je vous propose de solliciter le fonds du CDG 40, le fonds de prévention, pour 2 dossiers. Donc, d'une part, l'amélioration des conditions de travail des agents du service voirie avec l'achat d'un tireur-pousseur électrique pour les chariots qui sera essentiellement destiné à la salle du Maroc, mais qui est un équipement mobile qui pourra être aussi déplacé dans la commune. Et aussi pour les agents administratifs, un dossier multiple avec l'achat de bureaux assis debout, des chaises et ballons ergonomiques, ainsi que des repose-pieds. Donc un dossier autour de l'ergonomie. Donc le premier dossier, l'amélioration sur le tireur-pousseur, un montant éligible de 5 226 € TTC, une subvention sollicitée de 4 180 €, soit 80%, avec un autofinancement qui reste à 1 046 €. Et pour l'ergonomie des agents administratifs, un total éligible à 4 054,06 €, 80% qui est sollicité à 3 243,25 €, et donc un reste à charge pour la commune de 810,81 €. Donc le montant total de l'opération, 9 280,06 € en TTC. On sollicite 80% du fonds de prévention, donc soit 7 423,25 €, un autofinancement prévu de 1 856,81 €. Alors, c'est un dossier que l'on porte en collaboration avec le centre gestion, dans le cadre de son service prévention, qui est à la fois là pour nous aider sur les évaluations, la réalité des besoins, sur l'ingénierie et la stratégie, et enfin pour potentiellement nous aider dans l'ingénierie d'optimisation du montage financier. Très simplement, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a une aide correspondant au max, sur un schéma pratiquement de 80%. L'intérêt, c'est d'être en capacité avec la convention CDG de caler à la réalité des besoins d'accompagnement de certains de nos agents sur des difficultés, des potentiels reclassements ou des problèmes physiques qui contraignent. Alors, le tireur-pousseur, effectivement, c'est plus classique. C'est un outil qui nous permet de bouger les tables et les chaises de façon très pratico-pratique pour mettre en place la salle du Maroc sans avoir à les porter manu militari ou à les pousser avec des chariots ancien régime. Donc là, c'est de l'ergonomie de travail qui permet, dans un premier temps, aux équipes. Je ne suis pas sûr qu'elles seront mises à disposition des associations. On verra, Christian, je ne sais pas comment vous allez le travailler, mais au moins pour nos agents qui mettent, dans 80% des cas, les salles en place pour les animations et les activités. Et puis pour le reste, c'est en tant que de besoin, en fonction du travail concerté avec la médecine du travail du CDG, être capable d'adapter des outils des outils de travail et des lieux de travail par rapport aux contraintes de certains agents. Donc là, on est sur une opération de 9 280 € qui va nous permettre d'accompagner plusieurs agents, et on le fait régulièrement avec le service prévention. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez des remarques sur ce point? Pas de remarques? Alors c'est quelque chose malgré tout d'assez nouveau, puisque le service prévention n'est pas très âgé dans la collectivité, mais on s'appuie surtout, nous, de plus en plus sur ce service qui est vraiment efficient et qui nous permet d'avancer. On a beaucoup travaillé aussi avec la communauté de communes sur l'aménagement et l'organisation de l'atelier mécanique, par exemple. Il y a eu de belles opérations d'aménagement de postes de travail. S'il n'y a pas de questions, je le me vois. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 6. Merci Jérôme. Attribution complémentaire d'une subvention à la coopérative scolaire de l'école maternelle de Morsinx. Exercice 26, c'est toi Nathalie qui nous la présente, s'il te plaît. Oui, donc l'équipe pédagogique de l'école maternelle de Morsinx-Gare nous avait présenté, avait imaginé un projet pédagogique et culturel
qui consistait en la réalisation d'une grande fresque par les enfants, par leurs parents, par leurs grands-parents, accompagnés, et par l'équipe bien sûr éducative, accompagnés par deux illustratrices et autrices d'albums jeunesse, Clémence Gouache et Claire Garalon. Claire Garalon qui est une autrice de grand talent et aussi locale. Ce projet, donc il a consisté en la réalisation de cette fresque et l'ensemble du projet a coûté 4 781,12 €. Ce projet, il a été porté par la coopérative de l'école maternelle et l'équipe nous a demandé de les accompagner dans le financement de ce projet à hauteur de 900 €. En plus des transports des enfants et de l'achat de matériel, puisque les services techniques ont participé aussi avec la création des panneaux, leur accroche, voilà. Donc ils nous demandent, et moi je vous demande d'approuver cette subvention de 900 € en sachant qu'il y a aussi une subvention de la DSDEN, ce qui est assez rare sur ce type de projet, de 1 000 €. Cette fresque, ceux qui sont venus à son inauguration le 3 juillet ont pu la voir. C'était vraiment très sympa de voir les enfants et la fierté des enfants la découvrir. Voilà, cette inauguration, elle s'est faite en présence de la DAZEN, ce qui est aussi assez rare. Ça montre l'ampleur du projet et son intérêt, qu'elle se déplace. Et il a donné lieu tout au long de l'année à des ateliers. Il y a eu un support pédagogique toute l'année qui a été aussi exposé. Et moi, je souhaite saluer là, à l'occasion de cette délibération, le dynamisme de l'équipe pédagogique de l'école maternelle, mais aussi de l'ensemble des équipes pédagogiques de nos établissements scolaires publics sur la commune, qui en sont toujours très dynamiques et qui proposent toujours plein de projets pour donner l'accès à la culture à nos enfants. Donc voilà, je voulais en profiter pour souligner ça, puisqu'il y a eu aussi la fontaine de l'école de la gare. Il y a beaucoup de projets qui sont portés par ces équipes et c'est bien de les soutenir. Donc je vous remercie de voter cette subvention de 900 €. Merci. Alors, c'était vraiment un super boulot. Ouais. Il y a des parents plus ou moins sérieux qui ont participé au travail. Je crois qu'il y en a une qui a levé la main pour en parler. Mais globalement, effectivement, Madame Lajus, la directrice de la DSDEN, voulait absolument venir. Elle m'avait envoyé un petit message pour qu'on cale ensemble la date pour qu'elle puisse être avec nous. La seule chose, c'est que le directeur de l'école maternelle avait déjà entériné la subvention, et donc j'étais obligé de dire dans mon intervention qu'on allait d'abord la voter avant qu'il ne puisse définitivement la sécuriser. Effectivement, on a accompagné à hauteur de 900 € sur cette subvention d'équilibre, de bouclage en fait, d'opération. Et on avait aussi accompagné dans le cadre d'achat matériel à hauteur de 660 €. Bon, moi ce qui me fait plaisir, c'est que la COPé, c'est-à-dire que l'action dynamique des parents d'élèves a contribué aussi à verser un tiers. Ça a été un tiers commune globalement, un tiers COPé, et le reste c'est l'État et un petit peu la communauté de communes. Ouais. Voilà, sur des partages de déplacements et d'actions des acteurs professionnels qui ont quand même encadré les amateurs nombreux. Bon, c'était plutôt chouette et elle a salué ce travail. Et moi, j'en profite pour remercier l'équipe pédagogique. Je remercie aussi l'ensemble des équipes parce qu'il y en a qui font partie de nos équipes à nous, qui accompagnent les enfants. Et c'était un peu l'union sacrée. Il n'y a qu'à voir comment ils ont tiré sur le drap tous ensemble. Ils étaient tous firottes de nous montrer ça. Donc, c'était un moment chouette. Et il y avait beaucoup de parents et de grands-parents pour l'inauguration. C'était un moment sympa, même s'il commençait à faire très chaud. Tu veux dire un mot Vas-y. Oui, je voulais juste valider tout ce que vous dites, puisque moi, ma fille a été impliquée dans ce projet cette année. C'est un projet qui a eu cours tout au long de l'année, avec la réalisation finale pour laquelle parents, grands-parents, oncles, tantes, anciens instits retraités ont été sollicités pour contribuer à la réalisation de cette œuvre. Et voilà, et c'était un moment vraiment chouette de pouvoir entrer dans l'école, voir nos enfants dans l'école, parce qu'ils sont bien différents qu'à la maison.
et participer avec cette équipe dynamique. Tu le disais, Paul, il y a les instits, mais il y a les ATSEM. Et voilà, ils formaient vraiment une équipe soudée, dynamique. Et c'est chouette de voir cette réalisation à la fin qui est très lumineuse, solaire et colorée et qui voilà, reprend, je pense, tout ce que nous, on a ressenti en participant à cette œuvre. Donc vraiment, merci à tous. Et pour avoir eu le retour des enfants, ben, c'était un projet qui les a vraiment animés et la fierté, je te le confirme. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Non? Je le mets aux voix s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Simple information entre deux délibérations. Vous dire qu'il n'y a plus de jus sur la ligne SNCF avec les pépins d'incendie au niveau d'Arcachon, qu'on a un TGV, je pense, bien rempli, qui vient d'être arrêté, qui va être jusqu'à minuit au moins coincé. Donc on va aller vite voir après le conseil s'il faut donner un petit coup de main. Parce qu'on va voir si c'est jusqu'à minuit, qu'ils savent qu'ils repartent par minuit, on va pouvoir leur proposer de venir casser la croûte sur la place. Parce que s'ils doivent rester 5 heures avec ces températures dans le TGV, comme ça peut arriver des fois, c'est un peu compliqué. Voilà. Délibération suivante. Approbation de la convention de prestation de services entre la commune de Morsinx-en-Nouvelle, le syndicat d'élimination des déchets de la Haute-Lande, la communauté de communes du Pays Morconnais et le SIAS du Pays Morconnais. C'est toi, Christian, qui nous la présente, s'il te plaît. Merci. Alors, il s'agit de délibérer pour renouveler une convention que nous prenons tous les ans pour des prestations de services entre la commune de Morsinx-la-Nouvelle, le syndicat d'élimination des déchets de la Haute-Lande, la communauté des communes du Pays Morconnais et le CIAS du Pays Morconnais. C'est dans un souci d'optimisation des moyens humains et matériels et de bonne gestion des deniers publics que ces collectivités sont amenées à intervenir ponctuellement pour le compte des autres structures dans le respect des compétences de chacune. Ces interventions peuvent notamment concerner la mise à disposition ponctuelle d'agents, d'utilisation de matériel ou la réalisation de prestations techniques diverses répondant à des besoins occasionnels. Afin d'encadrer ces interventions, il faut donc définir les modalités techniques, administratives et financières. Aussi, il vous est proposé de conclure une convention de prestation de services. Cette convention prévoit les conditions d'intervention des agents et du matériel, les modalités de remboursement des prestations réalisées, avec un tarif forfaitaire de 27 € par heure par agent correspondant au coût salarial brut chargé. Je vous rappelle que depuis de nombreuses années, ce tarif était de 21 €. Sont également pris en compte le remboursement des frais de déplacement, les fournitures éventuelles avancées, ainsi que les coûts de mise à disposition des matériels selon le barème annexé à la convention. À noter, pour information, que cette convention a déjà été approuvée lors du dernier conseil communautaire par la communauté de communes du Pays Morconnais. Elle sera conclue pour une durée de 1 an à partir du 1er août 2026. Merci, Christian. Elle a été aussi votée au SEDHL. Alors même si le SEDHL, on est là sur une séquence fin d'année, puisqu'après on fusionne avec le Sivom du Born et elle n'aura plus lieu d'être. Il faudra changer de domiciliation s'il y a des participations, mais voilà. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Pas de remarques? S'il n'y a pas de remarques, je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On passe à la délibération numéro 8. Adhésion au réseau Guidasso en qualité de structure Guidasso. Orientation, information, autorisation à signer la convention. C'est toi, Alain, qui nous la présente, s'il te plaît. Vas-y. Les associations jouent un rôle fondamental dans la vie collective de la nation et le fonctionnement de notre modèle de société. Elles concourent à l'animation et au développement des territoires, au renforcement de la citoyenneté et de la démocratie, ainsi qu'au maintien du lien et de la cohésion sociale. En parallèle, le secteur associatif traverse des mutations structurelles et conjoncturelles importantes. Pour répondre à leurs besoins, l'État, les collectivités territoriales, le mouvement associatif et leurs partenaires ont souhaité unir leurs réflexions pour penser une nouvelle structuration de l'offre d'appui aux associations locales. Cette nouvelle structuration impose une organisation du réseau, une cartographie dynamique et régulière des besoins et de l'offre d'accompagnement du secteur associatif local. Une gouvernance associant l'ensemble des acteurs à tous les échelons géographiques,
une animation du réseau par l'État et ses partenaires associatifs. Elle exige une autorisation préalable de l'État approuvant les acteurs membres du réseau qui pourront bénéficier de la marque et d'un soutien financier multipartite et suppose de soutenir d'une part la montée en compétence des acteurs de l'appui sur le territoire par la formation initiale et continue, par les outils nécessaires pour remplir leur mission, par la mutualisation des pratiques et, d'autre part, d'accompagner la reconnaissance de la profession. Le réseau Guidasso offre un service de proximité aux associations loi 1901. Il est composé de structures locales diverses, mairies, institutions, associations, qui accueillent, orientent, informent et accompagnent toute personne désireuse de s'informer ou investie dans la vie associative. Bénévoles, dirigeants associatifs, porteurs de projets, collectivités. Quel que soit le domaine d'intervention et le territoire d'implantation. Le service proposé dans ce cadre est accessible à tous, sans condition, selon le principe d'universalité. L'objectif principal du réseau est de co-construire une nouvelle stratégie territoriale de l'accompagnement visant à valoriser les dynamiques associatives et à faciliter les synergies. Rejoindre le réseau Guidasso permettra à la commune de bénéficier d'une veille d'information, des outils du réseau, de temps d'information et de formation continue, de documents et de communication du réseau, d'un soutien technique et pédagogique départemental ou régional. Dans le cadre de cette adhésion, la commune s'engage à conclure une convention permettant à la commune d'être référencée en tant que labellisée Guidasso, adhérer à la charte du réseau, être accessible sans condition préalable, gratuitement à tous, proposer les services correspondant à sa mission d'appui, orientation et information. Voilà. Donc je vous demande simplement d'adhérer à ce Guidasso. C'est quelque chose qu'on avait déjà qu'on a évoqué lors de notre réunion de commission le 2 juin. C'était Laura qui nous avait informé qu'elle allait aller à une réunion d'information à la Ligue de l'enseignement. Voilà. Laura qui succède à Thierry n'a pas nécessairement ni le même réseau ni la même formation complète et donc elle voulait s'équiper et la délibération d'après est dans la même droite ligne. Et donc l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir l'aider en termes d'outils pour connecter correctement les associations. Et après, sur le volet culturel, vous verrez avec le réseau 525. 535. 535, pardon. Et donc, c'est deux outils qui vont lui permettre de prendre un petit peu son envol au niveau du poste qu'elle occupe maintenant. Voilà. Je tiens à préciser également pour toutes les associations, ça sera la référente, Laura. Et c'est très intéressant d'être dans ce Guidasso parce que c'est au niveau surtout au niveau des dirigeants. Parce que nous, sur le territoire, on a principalement des petites associations ou des moyennes. Ça ne concerne pas bien entendu une association comme Musique à la rue. Mais il faut savoir, à titre d'enseigne, que ça sera qu'elle aurait été très utile. Qu'elle est très utile. C'est, mettons, je prends juste le cas au niveau des demandes du buvette. Tout le monde sait qu'une association n'a pas le droit d'utiliser la licence 4. Et tout le monde sait que la licence 4, c'est l'alcool à 17 degrés. On est bien d'accord, hein? Au-dessus de 17 degrés. Voilà, c'est ce que je tiens à dire. C'est que quand c'est en dessous, théoriquement, on a le droit de vendre. Sauf que certaines marques, je dis marques, et c'est pour cette raison que le Jet 27 est dans le lot. C'est type d'alcool. Oui. Voilà. De menthe. On va au-delà de la délibération, messieurs. Oui. Non, mais c'est un sujet quand même. C'est un sujet, mais je veux dire qui est très important, qui concerne nos associations. Voilà. Si. Oui, je te passe la parole. Appuie sur le bouton. Non, mais moi je trouve hyper intéressant pour nos associations d'avoir ce soutien, ce soutien, cette veille et ces sources d'information, puisque comme tu le disais, on a des associations avec des gens qui ne sont pas des professionnels
de l'association, ça s'apprend hein, sur le terrain et c'est bien de pouvoir être accompagné et par Laura et par Guy Dassault et ça soutiendra aussi notre tissu associatif auquel on tient tant et qui anime notre ville et qui participe à de nombreux projets. Donc je trouve que c'est un outil qui est extrêmement intéressant. Merci de nous le proposer. Bien. Juste pour votre info, Fabrice Aschenmayer et moi, on est sortis, mais on téléphonait les deux séparément. Parce que j'ai vu les yeux coquins de certains d'entre vous, là. On n'était pas en train de pactiser sur des trucs. Et plus sérieusement, la sous-préfète m'informait qu'ils étaient en train de se voir un peu déborder sur le feu de Biscarrosse, que c'était très compliqué. Biscarrosse, c'est entre Biscarrosse et Sanguinet, pardon, et qu'il y a un deuxième départ de feu sur une autre commune Haute-Lande. Je crois que c'est Lubon, je ne veux pas dire, mais c'est pas Luglon, hein, Lubon, aux confins du Lot-et-Garonne vers le Gabardin. Donc ils sont vraiment affolés là à ce niveau-là. Et donc voilà. Et plus le train, ils ne sont pas au courant malgré tout que les TGV sont arrêtés en Leylandais pour vous dire la connexion. Donc on va aller faire un petit tour après. Oui, c'est moi qui lui ai dit. Oui, Fabrice. C'était juste pour rebondir, moi aussi c'était des histoires de TGV, pour dire simplement que les gens commencent à s'inquiéter dans le TGV en effet, et ils sont en train de faire le tour des hôtels, je ne sais pas comment ils vont rejoindre des hôtels éventuels, donc si on peut organiser quelque chose au centre-ville, c'est pas plus mal en effet. Alors, on va finir le conseil, moi je vais y aller de suite, parce qu'en fait on a l'habitude de coordonner les choses, parce que le souci de la SNCF c'est quoi? C'est qu'ils ne savent pas réellement quand les pannes sont levées. Et donc là, ils ont commencé à faire un communiqué, c'est entre 21h et minuit. Donc quand c'est 21h, 2h, 2h30, ils demandent aux gens de rester dans le train. Sauf que dans le contexte à 35 degrés, rester dans le train s'il n'y a pas de clim, c'est pas faisable. Donc la protection civile est normalement habilitée, mais la préfecture n'était pas au courant. Donc c'est pour ça que la préfecture qui est en CO des feux va aussi informer, va faire le lien avec la SNCF pour voir ce qu'il y a à faire. Nous, on a de l'eau, on a des lits picots, on a des choses si les gens veulent se reposer. Il y a de quoi manger sur la place. Il y a effectivement... mais des places d'hôtel pour ceux qui veulent dormir. Comment ça se passe en général? La SNCF dépêche des bus pour ramener les gens en règle générale, puisqu'on en a 3-4 fois par an au bas mot. Et ça se passe comme ça, souvent. Donc, il y a ceux qui ont peur de ne pas pouvoir démarrer, parce que quand on parle de l'intensité des feux, on ne voit pas comment le jus va repasser simplement. Bon, on va aller faire le point, mais ça fait 2-3 fois que je rappelle à la SNCF Région que c'est bien d'informer les élus des territoires quand il y a des pépins pour qu'on puisse les accompagner et surtout accompagner les citoyens. Donc on va s'en occuper de suite après. On peut aussi ouvrir la salle Jean Jaurès qui est climatisée. Enfin, on a plein d'actions coordonnées à porter. Super. Pour cette délibération que tu as présentée et qui me permet de rendre hommage à Claude Laborde, puisque je trouve qu'il y a une forme de mimétisme dans la présentation exhaustive de la délibération. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Non? Bon, vous avez compris, c'est un outil. Hein. Pas de questions, pas de remarques, je me vois. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 9, Alain Cloutour, tu n'es pas obligé de nous la lire entière. Réseau 535, association Réseau 535, c'est la même chose en volet culturel, si je le fais rapide. Donc, mais il a prévu de la lire. Bon, vas-y, allez. La commune de Morsinx-le-Nouvelle propose une offre de spectacle vivant à destination de tous les publics du territoire. Le réseau 535 est une association régionale réunissant les collectivités territoriales, établissements culturels, associations et autres opérateurs du spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine, offrant des espaces d'échange et de réflexion où les idées s'entremêlent et où naissent les partenariats. Cette association propose un certain nombre de rencontres et de temps d'échange autour d'un triptyque d'orientation, coopération, réflexion professionnelle et solidarité autour des enjeux de programmation du spectacle vivant. Ce réseau organise des temps de repérage et d'échange artistique comme des moments de réflexion professionnelle favorisant la connaissance mutuelle entre les opérateurs. L'association met à disposition un espace numérique ressources et favorise la mise en lien entre espaces de diffusion pour favoriser les tournées concertées et la mutualisation des coûts. L'adhésion à cette association professionnelle inscrirait la commune de Morsinx-le-Nouvelle dans un réseau régional et contribuerait ainsi à diversifier les propositions artistiques offertes aux habitants. Elle permet un accompagnement professionnel, la mutualisation des pratiques, la coopération artistique et l'accès à un réseau régional.
L'agent chargé du projet culturel pourrait bénéficier d'aides, de conseils d'information et d'espaces privilégiés de collaboration professionnelle. La cotisation annuelle est fixée à 230 € pour l'année 2026, conformément au barème arrêté par l'association. Considérant la politique de soutien et d'appui au développement de la culture mise en place par la commune, donc je vous demande d'approuver cette démarche. Merci. Donc, c'est le versus réseau culture, hein, comme on vient de l'évoquer, sur le réseau associatif. Voilà, qui s'appuie sur un réseau régional qui va permettre à l'Aura de connecter les bonnes compagnies, de réseauter avec les gens qui organisent des festivals un petit peu comme nous, même si Thierry restera un peu en contact avec nous pour nous accompagner, mais globalement, qu'elle puisse un peu voler de ses propres ailes aussi. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Oui? Il faut que tu appuies d'abord. Voilà. Non, mais appuie long sans lâcher. Ou alors tu demandes à ton voisin ou à ta voisine qui te prête ce qui fonctionne. Vas-y. Bon. C'était simplement une petite question. Donc l'adhésion à ce réseau nous permettrait du coup d'avoir d'autres comment dire des idées pardon de spectacles par rapport au Festiru et tout ça. Alors, si tu veux, ça nous permet d'échanger avec des collectivités qui organisent une saison culturelle ou qui organisent différents types de spectacles, d'avoir du lien, d'échanger sur certaines compagnies qu'on ne connaît pas, qu'on a potentiellement envie de faire venir pour avoir un retour, et puis aussi de travailler sur des modélisations de spectacles et d'organisation de spectacles. Ça ne sert à rien d'inventer le fil à couper le beurre s'il a été inventé ailleurs. Il vaut mieux travailler, ça fait gagner du temps. Et ça évite surtout des écueils que l'on n'a pas nécessairement imaginés quand on y a pensé. Donc, ce n'est pas la remise en question de Festiru, loin de là. Non. C'est tout simplement la capacité de travailler différemment en connaissance des voisins. Thierry, en l'occurrence, connaissait tous les festivals du territoire, tous les acteurs culturels du territoire, puisqu'il était lui-même acteur culturel pendant une longue période, et donc avait un réseau que n'avait personne d'autre ici, comme l'avait Alain Riepi avant lui, et donc Laura Carry a besoin de créer son réseau, c'est une façon de le créer tout simplement. Voilà. D'accord, merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? S'il n'y en a pas, je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 10, école de musique de Mort 500 Nouvelles, participation communale aux frais de scolarité des élèves, délibération annuelle. Je te laisse la parole, Jérôme, en l'absence d'Angelina. Oui, je la fais à la place d'Angelina et on a une pensée collective pour elle et sa famille, évidemment, ce soir. Donc la commune, je vous le rappelle, mais vous le savez, est adhérente au Conservatoire départemental de musique et de danse des Landes. Et on est là, sans doute, une des dernières communes qui, en complément de l'adhésion déjà minorée du Conservatoire, apporte une aide aux familles pour permettre au plus grand nombre d'élèves domiciliés à Morsinx, sur la grande commune, d'accéder au conservatoire et de pratiquer la musique. Donc vous avez eu en fichier joint l'ensemble des barèmes qui sont fixés suivant le quotient familial pour pratiquer la musique, de l'éveil jusqu'au cycle 3. Par exemple, pour un éveil initiation à Morsinx, avec le reste à charge, c'est 0 pour les familles, ce qui permet à tous de pouvoir commencer à initier les enfants. Et ça reste c'est un peu progressif pour les cycles 1, cycle 2, cycle 3. Et ça permet d'avoir des musiciens qui viennent jouer à l'harmonie à la fin. Enfin, déjà, ça permet aux enfants de s'accomplir dans la pratique musicale. Et après, c'est de venir, s'ils le veulent, jouer avec notre harmonie qui est si forte. Pour cela, on prend cette délibération pour rappeler que la participation communale est versée en 2 échéances, une en mois de décembre et une au mois d'avril à 50%. C'est uniquement les élèves mineurs qui ont accès à cette aide, mais il y a très peu, de façon infime, des élèves adultes au sein de notre école de musique, puisque les places sont d'abord réservées aux enfants, et il y a rarement des places disponibles. Vous avez aussi une réduction de 25% du reste à charge pour l'inscription d'un 2e enfant, 30% d'un 3e enfant, la gratuité à partir du 4e enfant d'une même famille, et une réduction de 30% pour l'inscription d'un enfant qui fait un 2e instrument. Voilà, c'est la présentation de l'accompagnement de la commune pour la pratique musicale. Pour votre info, les voyageurs sont en train d'être installés un peu à l'ombre sous la place. Voilà. Oui, c'est un engagement fort de la collectivité depuis de nombreuses années.
On a entre 65 et 70 élèves classiquement. 67 cette année. Cette année, on a effectivement une quantité très faible d'adultes qui apprennent la musique, même s'il y en a quelques-uns, il y en a toujours un ou deux là qui, dans la mesure où ils ont le temps professionnellement et l'envie, c'est toujours assez rigolo de voir à l'école de musique des gosses qui ont en majorité moins de 14 ans et quelques quadras, quinquas et même sexagénaires assumés qui apprennent les instruments et les percussions. On a même des septuagénaires qui font de la percussion en ce moment, qui ont le temps un petit peu et qui excellent d'ailleurs dans cet exercice. Donc voilà, on fait partie des 2-3 communes landaises qui apportent cet accompagnement supplémentaire. L'objectif, c'était quoi historiquement? C'était d'avoir des prix reste à charge, au moins pour les premiers cycles, qui correspondent à une licence sportive, qu'il n'y ait pas de discrimination. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles avec des quotients familiaux très bas, qui ont des enfants qui peuvent de cette façon faire de la musique. Et on a même des exemples de familles qui ont des moyens modestes, ou 2-3 enfants avec l'atténuation de 20-25%. Moi j'ai en mémoire une ou deux familles d'enfants, de 2 ou 3 enfants qui participent maintenant à l'harmonie. Donc c'est de vraies réussites parce que l'école, apprendre la musique, vous le savez toutes et tous, c'est une école de rigueur et c'est une école d'excellence vraiment. Et donc c'est une vraie chance pour eux de pouvoir atteindre pour certains un cycle 3. Et donc pour certaines de préparer, y compris des professorats. On a quelques exemples locaux de très bons élèves qui sont devenus d'excellents professeurs de conservatoire en France ou même à l'étranger. Je pense à Thomas qui est au Canada et qui est prof de musique de très très grand niveau, qui est prof universitaire au Canada. Docteur maintenant en musique, ouais. Voilà. Paul, je voudrais rajouter quelque chose. Oui, je t'en prie. Pour rebondir à ce que tu dis aussi, ça a bénéficié, enfin le fait de créer la commune nouvelle a bénéficié au village puisque effectivement il était très difficile quand on était encore en structure commune normale de faire apprendre la musique à nos enfants parce que ça nous coûtait fort cher. 2000 euros. Voilà, et c'était pas possible pour tout le monde et il y a peu d'enfants qui ont bénéficié, donc l'effet commune nouvelle peut parmi plein d'autres choses, se voir ici. Voilà, Ouais, sur c'est ce vrai, sujet. c'est vrai, je l'avais oublié. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui. Hum, C'est bon, ouais. On avait sur l'affiche annexe là un montant mentionné de 69 535 euros. Il s'agit du montant total de la masse financière ou d'un plafond budgétaire ou d'une somme globale relative au tarif du conservatoire? C'est l'adhésion triennale de la commune au conservatoire. Ok. Si tu veux, dans le cadre de la participation au conservatoire, on a une adhésion. Alors, c'est des plans triennaux. Quand j'ai été président du conservatoire, c'était des plans annualisés. Ça a posé un problème parce qu'on organisait le budget du conservatoire à un autre moment que les communes qui votaient leur budget. Et donc, il y avait toujours un décalage, ça ronchonnait. On est parti sur un plan triennal. Ça veut dire que pour 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, ça coûte 69 000 euros par an, pendant 3 ans, à la collectivité. C'est un accompagnement fort. Hein. Oui. Voilà. Plutôt, oui. Ah oui, non, mais c'est un enjeu fort, effectivement. D'accord. Mais ça permet aux enfants du village de jouer de la musique, à la commune d'avoir des musiciens aguerris, au Cigaloun d'avoir des musiciens qui en ce moment sont d'ailleurs aux États-Unis et qui représentent Morsinx-la-Nouvelle et les Landes à ce niveau-là. Et donc c'est un choix, effectivement. On peut le donner ailleurs, mais historiquement, on a été, je crois, l'une des 2 ou 3 premières communes des Landes à la création du Conservatoire des Landes de musique à participer à cet outil départemental. C'était juste pour. Ouais, non, mais je te l'explique historiquement. Je te l'explique historiquement. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, si, une autre question. Elliot, pardon. Et après, Fabrice Lachenmayer. Oui, merci. C'était juste pour dire qu'évidemment, cette participation, je pense qu'elle est vraiment très utile pour la commune, pour de nombreuses raisons. Vous l'avez dit, c'est pour beaucoup de familles, d'enfants, la possibilité tout simplement de pouvoir pratiquer dans l'instrument et aussi d'entrer dans un groupe, parce que si c'est une école de rigueur, c'est aussi une expérience collective, que ce soit par les classes de solfège, par l'orchestre junior auquel participent de nombreux élèves du conservatoire, qui est lui-même accompagné à de nombreuses reprises par la Cigale, que ce soit au moment de la Sainte-Cécile, par d'anciens élèves du conservatoire qui sont maintenant à la Cigale et qui viennent encore aider l'orchestre junior
à de nombreuses reprises. Et je pense que cette expérience collective, elle est très bénéfique pour notre commune. D'autant plus que, comme vous l'avez dit, ça permet aussi par la suite d'avoir un rayonnement de la commune par le biais de ces associations musicales, que ce soit la Cigale dans les courses landaises, dans les concerts qu'elle réalise sur le territoire, que ce soit aussi avec la Banda lors des fêtes à Orthès ce week-end, à Dax cet été, et un peu partout dans les Landes, mais pas seulement dans le On sait où Cantal. tu vas le week-end, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Mais pas seulement dans le Cantal aussi, et à l'extérieur du département, à l'extérieur de la région. Donc c'est un vrai plus pour la commune, et cette aide est très bénéfique à ce niveau-là. Fabrice Aschenweier? Oui, je reviens sur le montant. C'est bien annuel, donc les 69 000 euros, c'est annuel. Et c'est un forfait finalement. Alors en fait, c'est pas, c'est un peu, Quel que soit le nombre d'enfants Non, non, non. En fait, on ne fonctionne pas par rapport aux enfants de mort. Alors, il y a une péréquation par rapport au nombre d'enfants, enfin au nombre de participants, mais il y a malgré tout une organisation différente. Tu veux l'expliquer? Ah oui, explique-la. On l'a mis en place ensemble, mais le directeur adjoint ancien du conservatoire va l'expliquer. Pas tant que ça. En fait, c'est un syndicat mixte où adhèrent plusieurs communes et communautés de communes. Et la part de chaque commune est calculée selon un ratio, un calcul qui se fait en 3 parts: le nombre d'élèves, le potentiel financier de la commune et le revenu par habitant. Et tout ça donne une adhésion annuelle pour la collectivité. Et donc, vous comprenez bien que le nombre d'élèves est déterminé préalablement. Donc, on ne peut pas avoir autant d'élèves que l'on souhaite. Donc, nous, notre part est autour de 70 élèves. En fait, le modèle du conservatoire, c'est autour de 1800 enfants dans les Landes, puisque la volumétrie est aussi calibrée par rapport au nombre d'enseignants. Il y a une bonne centaine d'enseignants, 110 même, 110 enseignants déployés sur les Landes. Et après, par exemple, vous avez un territoire comme Max, Marenadour-Côte-Sud, le territoire de l'Aglo-Montoise, qui ont pour les uns 5 ou 600 élèves, pour les autres 250 à 300. Et donc, il y a cette péréquation. Et là où ça coince un peu à certains moments quand on discute sur le plan triennal, c'est justement sur le tarif fiscal des territoires. Parce que fiscalement, le territoire de Max n'est pas au même niveau que le territoire de l'Aglo-Montoise ou de territoires ruraux beaucoup plus faibles. Et donc, ça veut dire qu'il y a des tarifs très importants. Et ça doit combler l'intégralité des recettes, des charges non financées pour le conservatoire de musique. C'est-à-dire qu'1 euro dépensé par une collectivité correspond à une part du budget nécessaire au fonctionnement du conservatoire. Alors, tous les 3 ans, on repasse tous les chiffres à la moulinette et on détermine un tarif triennal. Voilà. Le département participe aussi dans ce syndicat mixte. Que le coût d'un élève de conservatoire, c'est 2 000 euros. Enfin, c'est simple. 1 000 euros à charge de la collectivité, 1 000 euros à charge qu'il faut financer. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Enfin, c'est simple, mais pas simple en même temps. Hein. C'est un engagement fort d'avoir d'adhérer au conservatoire. On pourrait avoir une école de musique non classée. Donc, c'est avoir des professeurs qualifiés, c'est important aussi. Ça permet aussi d'avoir de nombreuses spécialités. C'est-à-dire qu'on a accès au corps, au trombone, à la trompette, au piano. Enfin, je ne vais pas vous décliner tous les instruments de l'harmonie, mais c'est aussi ça la réalité, c'est d'avoir accès pour les enfants, d'avoir accès à toutes les spécialités. On n'a jamais autant parlé de conservatoire que ce soir. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je le mets au voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Une? Je vous remercie. Vous dire qu'il y a 50 personnes bloquées sur la place par rapport au nombre de places d'hôtel qui refusent de descendre en Daille parce que le TGV va descendre à Daille parce qu'il ne peut pas remonter. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour 30 à 50 personnes. Voilà. Oui? Je suis au courant, je vais en parler juste après, vous allez voir. Je vous en prie, non, il n'y a pas de problème. Hein. Pas de problème. J'ai eu Maxime Lafitte avant le conseil municipal. Point suivant, délibération numéro 11, achat d'une emprise foncière auprès de la SNCF Réseau dans le cadre de la programmation du projet de pôle d'échange multimodal. Isabelle, je te laisse la présenter. Merci. Donc, dans le cadre de la création du pôle d'échange multimodal au niveau de la gare de Morsins-la-Nouvelle, il est nécessaire d'acquérir en l'état auprès de SNCF Réseau et de SNCF Gare et Connexion une emprise foncière située de part et d'autre de la gare de Morsins.
Alors, cette emprise est nécessaire parce qu'en fait, nous devons déplacer le bassin d'orage et aussi réorganiser et agrandir les parkings. Donc, ce terrain est composé de 6 parcelles cadastrées. D'ailleurs, vous pouvez voir, si vous prenez la page 3 de l'avis des domaines, il y a une vue aérienne qui vous montre l'emprise de part et d'autre de la gare que nous sommes en train, enfin, que je vous propose d'acquérir. Donc, le terrain est composé de 6 parcelles cadastrées, section AM. Donc, sont les parcelles 56, 57, 58, 59, 61, 62, d'une surface de 4200 mètres carrés. Elles sont situées en zone UE et UAM du PLUIH et elles sont partiellement bâties avec 133 mètres carrés de bâtiments au sol, dont les bâtiments sont destinés, pendant la phase travaux, à être détruits. Il y en a déjà un qui est en ruine sur ce périmètre. Donc vous voyez que de part et d'autre, voilà, vous l'avez sur la photo aérienne. Donc conformément à l'avis des services des domaines et en accord avec le vendeur, le prix d'achat a été fixé à 52 640 €. Alors, hors taxes, hors frais annexes, soit 42 000 € hors taxes, hors frais de terrain à 10 € le mètre carré pour 4 200 mètres carrés de terrain et 10 640 € hors taxes, hors frais de bâtiment pour 133 mètres carrés, soit 80 € le mètre carré hors bâtiment de 59 mètres carrés du lot A. Les frais annexes suivants sont supportés par l'acquéreur, donc vous le voyez dans la délibération, il y a des frais d'arpentage, des frais de diagnostic, des frais de détection de réseau, de frais d'études historiques, des frais de déconnexion et de consignation des réseaux dans le périmètre de cession, des frais de réquisition, de publication et de transfert de propriété, de la fourniture et pose de clôture défensive agréée par la SNCF, puisqu'il faut refaire une clôture en interface avec le site SNCF. Donc ces frais annexes s'élèvent environ à 20 000 €. La vente contiendra la constitution d'une servitude de clôture défensive dont le fonds servant de l'emprise acquise par la commune est le fonds de domaine public ferroviaire. Pour rappel, les biens appartenant à SNCF Réseau sont soumis à un régime de domanialité publique conformément au décret 2019-1516 du 30 décembre 2011 et à l'article L. 2111-9 du Code des transports. Donc, il vous est proposé d'accepter le projet d'achat, de prendre acte que la cession intervient sans déclassement préalable du domaine public ferroviaire, de désigner l'étude de maître Olivier Lasserre, notaire à Bordeaux, comme notaire pour la rédaction de l'acte de vente et si nécessaire de transfert, sachant que l'ensemble des frais liés à cette acquisition, y compris ceux qui seraient rendus nécessaires par les prescriptions de SNCF Réseau ou de la réglementation applicable, seront supportés par la commune. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signature de l'acte et de toute autre pièce nécessaire à cette affaire. Merci. En clair, on est sur un schéma où on arrive à conclure 3 ans et demi de discussion avec la SNCF pour quelques milliers de mètres carrés qui sont plutôt bien positionnés dans le cadre du projet pour lequel on aura un avant-projet mis à disposition par l'équipe d'architectes cet automne. Alors, on n'est pas sûr que les 4200 mètres carrés vont être utilisés d'emblée, mais ce qui est sûr, c'est que dans la mesure où ils vont être vendus, on les prend et ça nous permettra d'avoir un peu de réserve si tout n'est pas utilisé. Vous avez compris la complexité de faire des acquisitions avec la SNCF, puisque il a fallu retoucher jusqu'au dernier moment avec leur notaire qui est Monsieur Maître Lasserre à Bordeaux, avec qui nous allons travailler. Sur les maisons, il y a effectivement 2 biens construits. Pour l'instant, on n'est pas sûr complètement qu'ils soient détruits, mais vu l'état, effectivement, on va avoir du mal à les conserver. Mais on va voir ce qu'il en est précisément. On attend que la proposition finale des architectes, qui je le rappelle sont un cabinet d'architectes à la fois bordelais et à la fois sur Barcelone, puisse rendre un petit peu leur copie en fonction de ce qu'on avait émis comme hypothèse de travail. Quand on aura cet avant-projet, on ira à la rencontre des gens que ça intéresse pour en discuter, très simplement. Que ce soit les commerçants, les citoyens, on fera comme on le fait habituellement sur chaque projet, une à plusieurs réunions thématiques et publiques pour avancer sur la consolidation du projet
qui va nous permettre de demander les subventions définitives pour lancer définitivement l'opération de construction et de travaux en 2027. Donc, c'est une grosse opération, ça prend beaucoup de temps. C'est une opération qu'on évalue globalement entre le PEM et les avenues respectives entre 3 et 4 millions d'euros, donc c'est pas neutre. Il y a des aides qui sont en train d'être cadrées, différentes aides. Il y a aussi des travaux partagés et des réflexions partagées. Je pense au proviseur du lycée qu'on a vu il y a quelques jours par rapport à l'organisation de l'entrée-sortie des lycéens et du transit entre la gare, le lycée, mais aussi le CFA, puisqu'on a vu le directeur, et le collège. On a vu la principale, mais qui va nous quitter, donc on retravaillera avec la nouvelle principale. Bon, et de l'autre côté, on doit aussi travailler sur la végétalisation. Quid de la végétalisation en fonction des aléas qu'on vit en ce moment et du réchauffement climatique annoncé. Il y a tout un travail qui est aussi porté par l'équipe d'architectes en matière d'expertise et de végétalisation. Voilà un petit peu ce dossier. Alors, on n'est pas sur un pas de temps qui est le même pour des citoyens qui attendent et pour des gens qui produisent et qui, comme nous, réfléchissons et portons ces projets, ces financements de projets. Mais on est sur un quasi-aboutissement à partir de l'année 2027 et on est plutôt heureux de voir que ça avance. Il nous reste un point important, c'est le buffet de la gare. On est en train de travailler avec Jérôme à la consolidation de la mise à dispo, sûrement par bail amphithéotique. Ça va avancer là aussi. Moi, j'étais avec le directeur régional il y a 10 jours de la SNCF Grande Région à Bordeaux pour échanger avec le conseil régional sur la finalisation. Il y a encore quelques questionnements prix mètre carré parce que, vous l'avez bien compris, la SNCF et ses filiales sont assez dures en affaires. Et quand on discute de mètres carrés qui sont dans notre commune, on a l'impression qu'on est chez eux et pas chez nous. L'exemple simple, c'est être capable de nous dire, mais de toute façon, la clôture, c'est à vous de la faire, c'est pas à nous. Alors que c'est l'usage de la gare et la dangerosité de la gare qui fait qu'on imaginait toutes et tous que c'était plutôt à la SNCF de le financer. On s'est rendu compte en benchmarkant nos voisins que ça fait partie nécessairement des demandes de la SNCF. On vend où il y a une emprise à faire sur de la protection, c'est à la collectivité à le porter. Donc, c'est même pas la peine de discuter, c'est leur principe. On en est même au stade où sur la signalétique correspondant à la gare, il y a des discussions. Sur les WC, par exemple, qu'il doit y avoir des WC publics, c'est potentiellement une partie des 900 personnes qui prennent le train qui vont les utiliser, mais c'est à nous de le porter. Tout est comme ça, on le sait, il faut l'organiser, c'est beaucoup de palabres, mais on est en train d'y arriver, donc c'est plutôt chouette. Et ça, c'est effectivement une pierre de plus à l'édifice du dossier qu'on va porter dans les prochains mois. Voilà. Et on reviendra vers vous, bien sûr, vers l'ensemble des gens qui s'intéressent, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens intéressés. Moi, j'ai été en contact avec différents commerçants qui m'ont dit que ça les intéressait, et je leur ai donné rendez-vous au moment où on sera en mesure de montrer quelque chose de cohérent, ce qu'on a toujours fait, ce qu'on continuera à faire sans aucune difficulté. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, Arnaud. Ouais, par rapport à ce que tu viens de dire, voilà, sur le fait de supporter la charge de sécurisation et de mettre la clôture, donc en gros, ce serait pour notre poire, quoi. Ah oui, t'as parfaitement compris ce Donc, que je viens d'expliquer, ça alors- me rassure, donc j'ai Alors, été clair. non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a eu un devis de fait ou il y a une idée de... Il y a déjà eu une approche au long cours avec la SNCF sur la sécurisation, parce qu'avant même d'être propriétaire, on était étonné par le manque de sécurisation. Donc, dans la mesure où on n'est pas chez nous, c'est eux qui assument la responsabilité. Dans la mesure où on achète le terrain, on va le mettre d'équerre, quoi. Oui. Parce qu'on ne va pas laisser nos mômes et les mômes des autres Non, mais- en difficulté potentiellement. Et on a surtout travaillé au fait de savoir s'ils se comportaient comme ça partout, ce qui est le cas. D'accord. Donc, malheureusement, au bout d'un moment, si tu veux avancer, il faut assumer la responsabilité de trancher, et on a tranché dans ce sens-là. Voilà. Ça fait chier. Mais bon. Je ne le dirai pas comme ça, c'est assez incompréhensible, mais c'est malgré tout monnaie courante sur ce type d'opération. Et après, parce que bon, c'est un terrain qui a quand même été exploité depuis pas mal d'années. Est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'il y a eu une étude sur la pollution des sols ou quoi que ce soit qui aurait Alors été faite ça c'est travaillé dans le cadre de l'équipe d'archi qui pilote le projet. A priori, il n'y a pas de problème de dépollution sur cette zone-là. Par contre, là où on a eu des problèmes, c'est qu'on aurait aimé acquérir un peu plus côté droit sur des zones qu'ils n'utilisent pas, mais qu'ils nous disent pouvoir utiliser un jour, parce que c'est toujours comme ça. Ça nous aurait permis d'avoir un alignement entre la gare et la zone où les cigaloun s'entraînent, par exemple. Ça peut servir. Ça a été circulé, il n'y a rien à voir. Ils ne voulaient pas le... Alors, on leur a dit qu'on l'inscrirait peut-être dans une seconde démarche, parce qu'effectivement, si tu récupères une bande de 20 à 30 mètres supplémentaires, mais ça permet, si par exemple tu travailles de l'aménagement ou du parking, de pouvoir mettre à disposition des places supplémentaires. Alors, sachant que là aussi, l'ensemble des parkings sont à notre charge. D'accord. Alors, avec des aides
départementale, potentiellement régionale sur certains créneaux, potentiellement État. Mais effectivement, la SNCF ne met pas le moindre copec alors qu'on sait que pertinemment, 60% à 70%, ça veut dire qu'il faudra aussi le cadrer, ça aussi, pour les véhicules qui restent un jour, les véhicules qui restent une semaine en tampon et qui nous posent des problèmes par rapport à la disponibilité des parkings pour les gens qui en ont besoin tous les jours. Donc ça fait partie des choses qu'on doit bosser. Mais malgré tout, il n'y a pas de problème, ils ne participent pas. Voilà, il faut le savoir, c'est comme ça. Bien. Oui, rajoute un truc, mais on va faire vite parce que je dois aller à la gare, j'ai tout qui appelle là. Sachez qu'on est à la chasse aux subventions aussi, hein, même pour la maîtrise d'œuvre. Là, nous avons été chercher des fonds des fonds européens pour pouvoir payer la maîtrise d'œuvre, enfin participer au paiement de la maîtrise d'œuvre. Et on est en veille sur des appels à projets pour justement ce genre de projet. Voilà, donc on est à la chasse, on est en veille. C'est même pas la chasse, on est dans un schéma de veille et puis en plus il y a des techniciens régionaux, des techniciens départementaux qui nous accompagnent aussi sur ce process et même des techniciens État qui nous accompagnent sur ces formalisations pour essayer d'optimiser. Comme on l'a déjà expliqué, si on peut tendre sur un maximum d'investissements accompagnés, ça veut dire qu'il y a moins d'impact pour notre collectivité. Je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions sur cette délibération? Des abstentions? Je vous remercie. Questions diverses, j'en avais une de Patrick Pressoir concernant le Paysandisia archange, qui est un papillon qui dévore tous nos palmiers, sauf celui de Fabrice Hachelmayer qui m'a mis sur un joli platane. Je ne sais pas comment il arrive à le sauver pour l'instant. Je vais en poser 2 ou 3 à Arjusan parce que moi, ils m'ont mangé tous les miens. Il n'y a pas de problème, tu peux déposer les végétaux quand ils sont morts, puisque c'est difficile à détruire des palmiers, surtout quand ils sont grands. Tu peux les déposer, puisque nous, on a effectivement un acteur au niveau du SEDHL qui vient chercher les végétaux de façon très régulière et qui n'a pas de problématique. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, le nématode du pin, qui, lui, nous oblige à avoir des choses beaucoup plus drastiques, mais sur le papillon mangeur de palmiers assimilé, il n'y a pas de problème. Voilà, tu peux le faire. Dans les informations, il y avait différentes informations. La signature convention d'honoraires avec la SCP, Crust et Penaud. Il y avait l'autorisation d'occupation temporaire. Ça concerne les habitats que l'on met à dispo des maîtres nageurs sauveteurs. Occupation temporaire, là aussi, pour un autre maître nageur sauveteur. C'est essentiellement ça que nous avions. Un bail d'habitation pour un employé communal. Un bail d'habitation temporaire plutôt dans un format de secours pour les dames qu'on a accompagnées d'un des plus petits villages de Morsinx-la-Nouvelle pendant la tempête et qui sont restées chez nous et que l'on essaie d'installer de façon pérenne dans un logement social. Elles nous en ont refusé 1 ou 2. C'est très compliqué. Mais on essaie de les accompagner parce qu'elles étaient dans une maison où l'eau passait par le toit. Au bout d'un moment, c'était plus possible, mais il a fallu batailler. Voilà un petit peu. Dernière chose que je voulais vous dire, on a différents remerciements. Remerciements du club amical Morcenay pour la subvention, remerciements de l'Union fédérale des anciens combattants, remerciements de l'association Terre Active, remerciements de l'équipe du comité des fêtes d'Arjusan pour les fêtes d'Arjusan. Dans les informations, vous l'avez vu, on est maintenu en vigilance rouge, risque forêt. Il y avait encore aujourd'hui une réunion à laquelle je participe en tant que président de l'association des maires des Landes au niveau de la mise en vigilance de l'ensemble des choses que l'on peut réglementer. Donc on est maintient en rouge, d'autant plus que, comme on vous l'a dit, les feux craquent un peu partout là. Ce que j'allais dire, c'est qu'on a une colonne de 60 pompiers qui viennent de Normandie, qui vont être accueillis à partir de ce soir. Donc ce soir, ils vont être installés, les véhicules, puisqu'il y a une course cycliste, vont être installés sur le parking du Maroc. Demain, on va se réorganiser. Ils vont dormir au lycée. Et au niveau alimentaire, il y a différentes propositions qui ont été travaillées avec Maxime Lafitte pour qu'ils puissent se sustenter. Ce que m'a expliqué Maxime et ce que m'a expliqué la sous-préfète, c'est qu'ils viennent d'une part en soutien dans les Landes, mais aussi en soutien des postes landais où d'autres pompiers landais sont déjà partis en Gironde. Donc on est une volumétrie d'action importante s'il y a des feux, ce qui est le cas qui déclenche. Voilà. Donc on ne sait pas combien de temps ils vont rester. Ils vont rester autant que de besoin. Et donc c'est un peu la même chose que quand vous avez des colonnes d'agents EDF qui viennent après les tempêtes. C'est la même organisation. Et donc on est content de les accueillir pour les Landes du Nord. Et on va essayer de les accueillir le mieux possible. Oui. Vous mettez votre micro si vous voulez qu'on vous entende. Voilà.
Ils vont peut-être bifurquer sur Biscarrosse. Oui, c'est ce que m'a dit la sous-préfète, puisqu'elle était en COD, et que comme ça part pas bien du tout à Biscarrosse, ils vont mettre le paquet sur Biscarrosse, avec le deuxième feu qui est en Gironde. C'est un peu la cata sur ce nord des Landes et ce sud Gironde. Voilà. Dernier point, tu me passes rapidement les slides. Vous allez le faire sans moi? Ouais, vous allez le faire sans moi. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Le prochain conseil municipal sera le 17 septembre à 19h. À 19h. Non, ça sera à 19h, s'il vous plaît. Alors, c'était à 18h30, mais c'est à 19h. Je vais vous dire pourquoi. Comme ça, vous allez tous savoir. Parce que l'agent qui filme ne peut être disponible qu'à 19h. Donc, je vous en ai pas parlé. Et donc, ça sera à 19h parce que sinon, c'est pas filmé. C'est dommage. Voilà. Je te laisse faire la présentation. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à tout à l'heure. Bon, donc rendez-vous déjà ce soir sur la place pour la course cycliste qui avait été annulée, déplacée pendant les fêtes à cause de la canicule. Possibilité de manger à partir de 19h et même sans réservation. Rendez-vous demain à la course landaise qui, pareil, avait été décalée pendant les fêtes à cause de la canicule, avec la Ganaderia Armagnacaise et la quadrilla de Vincent Muras, et bien sûr animée par l'harmonie La Cigale. Les fêtes de Sender, le week-end prochain, les fêtes internationales de Sender. Ce week-end, pardon. Oui, bah, c'est le week-end qui suit, quoi. Voilà. Le 25 et 26 juillet, avec des animations donc sur les RIAL principalement. Je ne vais pas vous faire le programme détaillé, mais peut-être vous parler des jeux pour tous entre 10h et midi samedi matin. Le repas dansant samedi soir animé par un DJ local et un traiteur local aussi. Dimanche, un réveil musculaire avec Isa Varnier. Je vous conseille d'y aller, hein, Yannick? C'est ta séance de yoga de l'année. Une randonnée pédestre et un pique-nique sorti du sac. Le concours de pétanque organisé par la Boule Saint-Déroise. Il ne faut pas que j'oublie non plus. Voilà, mais vous avez tout le programme à retrouver sur Intramuros de toute façon. Lundi 27 juillet, le cinéma plein air avec l'appel de la forêt, organisé par l'Office du tourisme en partenariat avec la réserve. Voilà, possibilité de restauration sur place. Le jeudi 6 août, les arènes en fête, donc une animation aussi proposée par l'Office du tourisme pour une visite guidée des arènes et une animation et une initiation à la course landaise avec Didier Gouet et une course landaise de démonstration. Donc ce sera l'occasion pour ceux qui viennent comme moi voir les courses landaises et qui comprennent pas grand-chose, peut-être de comprendre un peu mieux. La restauration est faite par le tennis de table. Le 8 août, samedi 8 août, le célèbre cochon de lait à la broche du RMCR. Voilà, suivant. Où j'en suis? Le marché des producteurs le jeudi 20 août sur la place, si le temps le permet, et animé par les Cigaloons qui seront revenus des États-Unis et qui pourront nous raconter leur voyage. Donc ça, c'est chouette. Vide-grenier à Sender le dimanche 23 août. Sur les RIAL, et les fêtes internationales de Garros le samedi 29 août avec le célèbre concours de lancer franc et de basket sur le City Stade, l'exposition de photos Garros Centre du Monde. Pour ceux qui n'ont pas encore fait les photos, il y a possibilité de récupérer le petit papier à l'Office du tourisme. Un pique-nique sorti du sac et le soir une animation aussi avec un repas dansant et une soirée animée par les Cigaloons. Les fêtes internationales des cigales, ça n'arrête pas. Donc là, c'est surtout le premier week-end de septembre. Vendredi 4, le loto. Samedi 5, le concours de pétanque et le repas. Et dimanche, leur traditionnelle vente de crêpes avec une course cycliste également.
le forum des associations qui aura lieu donc le 5 septembre sous la halle de la distillerie pour que chacun puisse trouver son occupation pour l'année 2026-27. Voilà, la grande majorité des associations morcenaises répondent présentes et il y a toujours beaucoup de monde qui vient s'inscrire, qui vient rechercher l'activité qui la passionnera durant l'année. Ah, jeudi 17 septembre, le jour de mon anniversaire, don du sang. Et là, je vous engage tous à y aller parce que vu que c'est moi qui présente et que je connais un petit peu le président, voilà, si vous pouvez y aller, allez-y. Si vous ne pouvez pas y aller, parlez-en autour de vous. Voilà, faites comme nous, essayez de promouvoir ce que fait cette association pour pouvoir remplir à nouveau les réserves de sang qui sont, j'imagine, très basses comme à chaque fois. Donc voilà, merci à tous, bonne soirée.